Cyril, on va démarrer maintenant le journal des médias avec du mouvement à venir dans les chaînes de télévision. On a déjà parlé ici des chaînes nationales qui investissent en région et vous ce matin, vous nous parlez de chaînes locales qui veulent devenir nationales. Attention, le mal de crâne. Ouais. Alors je vais tenter de vous rendre tout ça plus clair. Hier, Philippe, vous receviez Thierry Tuillier, le patron de l'info du groupe TF1, qui ne cachait pas son ambition de récupérer un des deux canaux de la TNT qui seront libérés avec la disparition de France 4 et de France O à l'été prochain. Eh bien, voici un autre prétendant. Il s'agit du syndicat local.tv. Qu'est-ce que c'est local.tv ? Eh bien, c'est un regroupement de 48 chaînes locales et régionales et qui revendique de produire 34 000 heures de programmes par an. Alors, pourquoi ces chaînes se verraient bien décrocher une fréquence nationale ? La réponse de Fabrice Schlosser, le coprésident de local.tv. Il est au micro de Louise Bernard. L'idée était de créer une chaîne nationale TNT consacrée au territoire qui puisse vraiment présenter l'ensemble des richesses de nos régions sur toutes les thématiques, que ce soit le sport, l'associatif, l'économie. Quelque part, cette thématique des territoires est un peu sous-représentée au niveau national. Nous, on vient d'un syndicat où il y a 250 journalistes, où il y a à peu près 300 à 400 vidéos par jour qui sont présentées à l'antenne. Et il y a des pépites. Et ces pépites, on veut les présenter à l'ensemble des Français dans le cadre d'une chaîne généraliste qui va parler de toutes les thématiques et à tous les Français. Et donc, comme je vous le disais, avec la disparition annoncée de France 4 et France O, ce collectif de chaînes locales se dit que c'est le moment ou jamais de tenter sa chance pour jouer dans la cour des grandes chaînes d'information en continu. On écoute à nouveau Fabrice Schlosser. Quelque part, on a une chance unique aujourd'hui de créer une chaîne nationale consacrée au territoire qui, dans sa manière d'être construite, peut faire en effet consensus et peut rassembler l'ensemble des forces éditoriales des territoires, que ce soit la télévision locale ou la presse quotidienne régionale. Quelque part, c'est aussi un enjeu important pour le pluralisme de l'information. On sait que le monde de la presse, en ce moment, est un peu bousculé dans ses fondamentaux, que le monde de la presse d'aujourd'hui ne sera pas celui d'il y a 5 ans, et donc il faut le fortifier, il faut le consolider, et créer une chaîne nationale consacrée au territoire, avec l'ensemble des acteurs de la presse locale, peut être un élément important de cette consolidation, en tout cas de cette structuration du monde de la presse pour la décennie à venir. Alors, ces 48 chaînes parviendront-elles à chipper une place à LCI ou à France Info, ou est-ce qu'elles pourraient intégrer un bloc info élargi ? Le CSA va avoir, c'est sûr, du pain sur la planche au cours des prochains mois. Cyril, on en sait plus sur le retour de Michael Youn sur M6. Il avait quitté la 6 avec le Morning Live, il y revient avec le Morning Night. Le comédien et réalisateur fait donc son retour sur M6 20 ans après avoir tourné la page télévision. Michael Youn revient pour deux soirées spéciales et il ne revient pas seul. Il est accompagné de ses deux anciens acolytes, Vincent Dezagna et Benjamin Morgan, auxquels se joignent deux nouveaux copains, comme les présente Youn, Charlotte Gabri et Tom Villa. Ah oui. La première de ces deux soirées est prévue le jeudi 19 mars. Et à en croire Michael Youn, nous aurons droit à de la rigolade avec des sketchs, des chansons, des sketchs en chansons, des défis et du mégaphone, bien sûr. Ah oui. Une référence à une séquence culte de son historique Morning Live. Ce Morning Night sera aussi l'occasion d'un jeu avec les invités de l'émission, avec à la clé un cadeau étonnant, 10 minutes de carte blanche totale sur l'antenne de M6 diffusée juste après l'émission. Et puis Cyril, on parlait ici même du débat des municipales à Paris hier matin et les choses bougent déjà. En effet, comme on l'apprend sur le site de l'Opinion, un second débat d'avant-premier tour devrait bien avoir lieu, cette fois sur France 3 et les antennes de Radio France, et pas le mercredi 11 mars, comme vous l'avez évoqué. Et oui, PSG Dortmund. PSG Dortmund, voilà, c'est vraiment pas le bon soir pour convoquer des candidats à la mairie de Paris, mais ce serait plutôt le mardi 10 mars. Le quotidien nous apprend que 6 des 7 principaux candidats ont donné leur feu vert ou sont sur le point de le faire, dont la maire sortante Anne Hidalgo. Reste à convaincre Rachida Dati, dont la position a évolué au fil des jours. D'abord résolue à ne faire aucun débat, puis à en faire un, mais un seul. La candidate Les Républicains se joindra-t-elle aux autres têtes de liste ? Ce nouveau débat est un sauvetage pour le service public qui avait jusqu'ici été mis de côté par les prétendants à la mairie de Paris. Et si cela va obliger France 3 à revoir sa programmation, le jeu en vaut certainement la chandelle. Et ça va ravir TF1 M6 puisque le mardi, c'est traditionnellement le jour de Capitaine Marlowe. Et donc, il va passer à la trappe. Aux États-Unis, Facebook, Google et Twitter inspirent de moins en moins confiance. Et au niveau où nous en sommes, Philippe, nous pouvons même carrément parler de défiance. Une étude révèle que 3/4 des Américains disent avoir faiblement confiance, voire pas confiance du tout, en Facebook, Google et Twitter pour veiller à ce que leur plateforme ne soit pas utilisée à mauvais escient lors de la campagne présidentielle qui est déjà bien lancée aux États-Unis. Et le pire, c'est que plus les mois passent, plus la situation se dégrade
froide. Avant les élections de mi-mandat de 2018, c'était 2/3 des Américains qui faisaient part de leur méfiance vis-à-vis des géants de la tech, contre donc aujourd'hui 3/4. Paradoxe de la situation actuelle et probablement de notre époque, parmi toutes ces personnes qui font part de leur manque de confiance envers Facebook, Google et Twitter, combien utilisent quotidiennement ces mêmes services? Petite question, juste cette défiance, c'est juste vis-à-vis de l'élection et de la campagne présidentielle ou globalement? Oui, c'est bien en lien avec la campagne américaine, de peur que les plateformes soient mal utilisées et qu'il y ait des ingérences comme on avait pu en voir en 2016. Avec l'affaire de la Russie. Voilà, exactement. Et le nom dont je me souviens plus, Cambridge Analytica. Ouais. Pour terminer ce journal, Cyril, l'annonce d'un nouveau patron chez Disney. Il y avait un Bob Iger à la tête de Disney. C'est désormais un autre Bob Chapek, qui prend les rênes du géant du divertissement. Et quand je dis géant, je pèse mes mots. À Wall Street, Disney pèse plus de 230 milliards de dollars. Bob Chapek était actuellement le patron du département Parc, Expérience et Produits de Disney. Il devient donc maintenant le big boss de l'univers Mickey, au moment même où le groupe a engagé une transformation de son modèle, avec notamment le lancement de Disney+. Disney+, qui arrivera en France le 24 mars. Quant à Bob Chapek, il prend ses fonctions, lui, ce matin au boulot. De circonstance, et à noter qu'hier après-midi, Maxime Saada, le grand patron de Canal+, a tweeté ces quelques mots. Disney+, dans les offres Canal+, annonce imminente, #joie imminente. Oui, c'est amusant ce tweet parce que la veille même de ce tweet, donc c'était avant-hier, Canal+ avait commencé à envoyer des mails à ses abonnés pour les prévenir que Disney+, le nouveau service de VOD, de SVOD, serait intégré gratuitement aux offres de certains abonnés. Donc vous voyez, tout ça se mélange un peu dans la communication. Maxime Saada, si tu nous écoutes, voilà. On a besoin d'éclaircissements. Voilà, exactement. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve demain pour un nouveau journal des médias et avec des éclaircissements sur Canal+.